Donc, je continue avec mon histoire du centre et du cocentre pour la semaine dernière. J'essaie de développer un peu. Donc, on a je rappelle un peu les notations. Donc, quand j'ai un groupe semi-simple, et je suppose simplement connexe pour simplifier la vie, alors j'aurai des applications différenciables, si on veut. Donc GF sur GF, c'est simplement l'ensemble de classes de conjugaison. Quand je change de notation, je rappelle ça Y. Donc ça, c'est vraiment un ensemble, ce n'a pas de structure algébrique, mais on aura l'application qui est sur G des F points du quotient invariant. Donc là, c'est un espace affine sur F. Donc là, c'est un espace vectorien sur F lorsqu'on suppose que F, G est un groupe semi-simple simplement connexe. Donc on appelle ceci X. Donc, en tant qu'espace vectoriel, on aura une mesure canonique à un scalaire près, mais en fait, on peut même fixer le scalaire. On appelle ça dx. Donc une mesure invariante pour la structure d'addition sur ce quotient invariante. Donc cet ensemble de classes de conjugaison, ce n'est pas l'ensemble de f points d'une variété algébrique quelconque, mais en revanche, si on enlève les points singuliers, donc les classes de conjugaison semi-simples, régulières semi-simples, donc forment un ouvert de cet ensemble qui serait étal en quelque sorte, donc localement isomorphe, topologie analytique, au-dessus de cette vectorielle. Du coup, on a le droit de retirer la mesure de R dx en une mesure dy sur cet ensemble. Donc c'est absolument canonique, juste en décidant qu'il n'y a pas de mesure, la mesure est 0 sur le complémentaire. Voilà. Et du coup, on a donc tout ça, c'est des mesures canoniques. Donc si H est l'algèbre de Eck des mesures localement constantes à support compact, dans le groupe. Alors, comme toutes, on appelle ça Y par exemple. Je ne sais pas si c'est génial, mais enfin, il faut une notation. On a droit de pousser en avant des mesures support compactes, donc on aura Y. Ici, H est un élément de H, on peut pousser en avant H. Et il se trouve que c'est localement intégrable par rapport à la mesure canonique, donc on va définir le résultat, c'est dy multiplié avec une fonction localement intégrable qu'on appelle l'intégrale orbitale. C'est l'intégrale orbitale normalisée. De H. Donc j'insiste sur que cette fonction est en fait est indépendante de tout. Donc il n'y a aucun choix. Je crois que je ne fais aucun choix ici. Et est-ce qu'on. Bon, c'est un but qui est relativement modeste, qu'on veut faire l'analyse harmonique entièrement sur Y, ou l'harmonique stable sur X. Au lieu de faire des intégrales sur GF, on va tout descendre sur ces quotients. Donc on va écrire des formules sur ces ensembles de classes de conjugaison ou de classes de conjugaison stables. Donc d'abord, si on a mesure de Ecke sur G, on va
le pousser en avant pour écrire comme une fonction localement intégrable et lisse sur la partie régulière semi-simple. Et pour toute représentation irréductible lisse pi de G de F, on a une forme linéaire trace de pi qui va de H dans C, et on voit H sur la trace de pi de H. Donc H en tant que mesure, localement invariante, définit un opérateur sur le vectorien de pi à une image finie, donc on a le droit de prendre la trace. Donc il définit bien une forme linéaire. Et on sait par exemple de Harishchandra que donc ça c'est la trace de pi en tant que forme linéaire sur H, et donc une fonction généralisée. Et par terme de Harishchandra, on sait que trace de pi c'est en fait une fonction. Donc trace de pi est une fonction localement intégrable et lisse sur G de F, sur G régulier semi-simple de F. Et donc on peut le voir trace de pi comme une fonction sur I, sur Y. Et il faut invariante. Et donc on peut écrire des formules comme la trace de pi sur H, donc c'est l'intégrale sur G de F de θ pi de G et dH, H de dH, je ne sais pas comment écrire ça, H de G, et comme par la définition même de enfin c'est pas par définition, il faut démontrer quelque chose, mais on peut c'est la même chose que l'intégrale sur Y de θ pi de Y et fois OH de Y. Donc aussi bien que le caractère que l'intégrant orbital deviennent des fonctions sur l'ensemble des classes de conjugaison. Et quand on fait l'accouplement entre ces deux fonctions, on obtient la trace de l'opérateur de Hecke sur la représentation. Et donc ça c'est un point, je pense que c'est juste un rappel, mais il y a deux choses dont je veux développer les propriétés. Une part, c'est on doit faire la même chose sur les classes de conjugaison stable. D'une autre part, il y a sur le Y. Dans le Y, il y a l'ouvert très remarquable, c'est l'ouvert elliptique. L'ouvert qui correspond à la conjugaison elliptique. Et sur l'ouvert elliptique, il y a une autre mesure. Donc qui est multiple de la mesure additive en quelque sorte, qui est vraiment remarquable. Donc pour ça, on peut revenir à notre remarque la semaine dernière. Si pi est une représentation cuspidale, supercuspidale de G de F, alors le pi définit un point isolé dans la variété de Bernstein. Oméga. Et du coup, on a la fonction epi
la fonction caractéristique de ce point isolé, donc qui vaut 1 sur ce point et qui vaut 0 ailleurs, c'est bien une fonction régulière. Et dans le centre de Bernstein, donc idempotent associé, et en tant qu'un élément de centre de Bernstein peut aussi bien représenter comme une fonction régulière sur la veille de Bernstein, mais il peut représenter comme une distribution invariante, essentiellement à support compact. Et cette distribution EPI, et je rappelle, c'est θ de Picek, le caractère de Picek, et multiplié avec la mesure de degré formel fois la mesure de R. Donc ceci est une fonction bien définie, et le produit des pi et la mesure de R est aussi bien défini. Donc l'idépotent est indépendant de tout choix. Voilà, donc ça c'est une formule qui est dans Bernstein et des lignes. Et je vais aussi définir C, qui est le quotient de Kazhdan. Donc c'est qui est une complétion du vrai cocentre. Donc vous voyez que H, ce cocentre, est un module sur le centre de Bernstein, et les éléments de ce module sont tous supportés par un nombre fini de composantes. Donc c'est juste de passer le nombre fini de composantes à éventuellement toutes les composantes, c'est la complétion. Et ça nous donne donc ça c'est une construction qui n'a rien de profond, mais qui est commode parfois. Et donc je vais expliquer donc le C, c'est vraiment un module, un Z module, qui est presque un module libre de rang 1. Donc, sauf en quelques points, comme un peu désagréable, comme lorsqu'il y a un induit qui n'est pas irréductible. Parce que le centre de Bernstein ne distingue pas le trivial et la Steinberg. Alors, le quotient, il distingue les deux. Donc, c'est juste là où il y a une différence entre les deux. Mais sur la super plus belle, il n'y a aucune différence. Donc, la fibre de C à ce point pi est un espace vectoriel, C vectoriel de dimension A. La fibre du quotient en ce point. Et comme j'avais tenté d'expliquer un peu la construction, on a entre le Z et le C, au point SN2, j'ai expliqué, mais je crois bien qu'il y a une conclusion générale, mais je n'ai pas encore travaillé. Voilà. Donc on a des flèches dans les deux centres. Les transformations de Laforgue entre le centre et le cocentre, mais en particulier, c'est des isomorphismes au point de pi. Donc ça donne induise une base, donc un vecteur non nul de cet espace vectoriel. Et ce cocentre. Et comme on sait que les cocentres, ici c'est un élément de ce cocentre, H sur H, et donc c'est aussi ça peut se représenter comme une fonction sur Y. Donc on se demande quelle est la fonction. Et là, donc, la question, c'est dans la proposition, c'est que si on applique la transformation de Laforgue à EPi
eh bien, c'est un vecteur non nul dans Cpi. C'est un vecteur. Donc, pi est supercuspidal. Non nul de Cpi. Et comme en tant que fonction qui est donnée par la formule c'est le caractère, de nouveau c'est le caractère de pi, mais c'est la partie elliptique du caractère. Et puis il faut normaliser, ça vient de normalisation sur la mesure, donc il y a delta et v. Donc c'est ce qu'on appelle ça, nous appelons. Donc tout ça, de nouveau, c'est tout dans le même travail en collaboration avec Zilling. C'est le caractère elliptique normalisé. Donc, quelle est la signification? Donc un elliptique, c'est vraiment la fonction caractéristique de l'ouvert elliptique de Y. Donc, c'est des classes de conjugaison régulière et elliptique. Et delta c'est défini sur tout Y. Et est une fonction à valeur dans des réels positifs tels que delta carré et la valeur absolument discriminante de Weyl. Donc, discriminante de Weyl, c'est une fonction régulière algébrique, une fonction sur le groupe. Et quand on va prendre l'absolu, on aura une fonction à valeur réelle. Donc, sa racine carrée est bien déterminée, c'est delta. Et comme c'est une fonction invariante, donc ça bien définit bien une fonction à variable réelle sur l'ensemble des classes de conjugaison. Et V, alors V c'est quoi? V c'est V c'est dans le cas réel, c'est le 2pi ou le pi. J'ai fait une fois, mais chaque fois j'oublie, mais comment dire, le V, V, ça vient d'un volume du centralisateur régulier, qui est compact. Donc pour plutôt. Donc on a cette application Y vers Y, et ici on a des G, ici on a des Y, et par Fubini on a une mesure invariante sur toutes les fibres. Y moins A de Y pour les Y dans régulier semi-simple. Si on a une mesure sur l'espace, on a une mesure sur la base, on aura une mesure sur les fibres. Et comme cette fibre c'est une variante, et cette fibre c'est la même chose que G de F, on a Y moins A de Y, et la même chose que G de F, GF divisé par G gamma de F, pour gamma dans un élément dans la classe de conjugaison. Et
Et lorsque y est elliptique, G gamma de f est compact. Alors, ici, on a la mesure d de G. Et si on a une mesure sur l'espace homogène, ça induit une mesure de G gamma sur G gamma de f. Et ce volume, ici le terme volume et par rapport à cette mesure. Donc c'est une moi j'ai un petit trou ici. Je crois que j'ai un petit trou ici dans les mesures. La formule ici est correcte, mais la façon que je rappelle quel est le volume ici est propre not correcte. Ce volume ici, ça doit être quelque chose qui est volume et ne dépend pas. Dépend, c'est une constante dépendant du tore maximal de classe de conjugaison stable, du tore maximal contenant gamma et non pas gamma lui-même. Donc ici je mets une précaution probable, ce que j'ai dit ici n'est pas correct. Donc il faut donc le delta, lorsque gamma varie dans le tore, c'est delta qui va suivre la dépendance que gamma change dans le tore. Mais chaque tore, il y a un constant qui, à l'origine, c'était ce volume. Donc, excusez-moi, quand on prépare le cours, je crois que je fais une erreur ici. Mais en tout cas, on a une formule comme ça. Donc, c'est une fonction qui est donc l'image de la forme du caractère θ-pi du champ de Bernstein sera essentiellement le caractère elliptique. Donc il faut multiplier delta. Et V c'est une constante dans le cas réel, c'est 2pi. Mais dans le cas périodique, il y a 3 tores, donc chaque tore, il y a un nombre. Mais ici, je crois que j'ai dit une bêtise ici. Alors, la démonstration n'est pas difficile, sauf que je suis sûr que je vais faire une erreur, mais oui. 3 tores, tu dis, dans le cas SN2, il y a 3 tores, oui. Mais je pense qu'au cas SN2. Donc, par définition de la transformation de la forme, ce qu'on doit trouver, c'est un élément H dans H, tel que on doit trouver le pseudo-coefficient, donc tel que la trace donc, de pi'
prime sur H, ce sera 0 si pi prime est différent de pi, et égal à 1 si pi prime est égal à pi. Et alors, la transformation de Laforgue de EPi sera l'image de H dans H sur dans le cocentre. Donc, ça c'est la définition. Et quand on est supercuspidal, quand pi est supercuspidal, et quand on peut prendre et phi une coefficient de matrice, tel que phi de 1 égale à 1. Alors, si je ne me trompe pas, on peut prendre le H, le phi 1 dpi dg dans H. Et donc, du coup, cette fonction-là satisfait cette condition. Et du coup, la transformation de Laforgue de EPi, ce sera l'intégrale orbitale de ce H. Donc on prend un coefficient de matrice de pi et on calcule l'intégrale orbitale. Et bien on retrouve bien le caractère elliptique. Donc ce sera 0 dans le lieu non elliptique. Et le lieu elliptique, c'est exactement le caractère. Et toutes ces constantes, ça vient des différentes mesures. Vous voyez que dans la formule qui relie la formule usienne qui relie une coefficient de matrice avec le caractère, c'est l'intégrale par rapport à dg. C'est juste l'intégrale il y a la formule θ pi de g, c'est l'intégrale sur g de f de phi g gamma g moins 1 dg. Il n'y a pas de mesure sur le tore. Et c'est pour ça qu'il y a enfin la comparaison, ça va après ce volume. Et puis ce delta, ça vient aussi de la comparaison. Si j'essaie de faire quand je vais dire des bêtises, mais je crois que la formule est absolument correcte. Oui. La dernière fois, j'avais terminé en parlant des transformations de Laforgue dans les deux sens, un Laforgue et un Laforgue prime. Oui. Alors en fait, j'ai l'impression que tu avais donné la définition que de Laforgue prime. Oui, oui. La définition, dans le cas supercuspidal, je me souviens de cette définition. Oui, oui. Dans le cas général, quelle est la définition de Laforgue? Je n'ai pas de définition, mais j'ai simplement dit que la force devait être, quand il y a une question sur les points réductibles, quand il y a le trivial et le Steinberg, tu dois décider que c'est 0 sur le trivial et non 0 sur le Steinberg. Donc je connais la trace de la somme, et ça, en général, c'est ce que je pense, mais je n'ai pas de formule pour l'instant, c'est qu'il y a une seule composante qui donne toute la trace, et tous les autres constituants doivent être nuls, de seulement Steinberg. Et je pense que c'est recette dans une définition générale, mais je n'ai pas de démonstration. Enfin, c'est une définition, mais il faut être sûr que c'est. Dans le cas de SL2, Oui. il y a aussi les induites qui se décomposent au centre, c'est-à-dire l'induite d'un caractère quadratique. Oui. À ce moment-là, tu en as deux qui sont quasiment indiscernables. Oui, oui. Non, mais elles sont, je crois, dans ce cas-là, elles sont dans les deux.
c'est dans le même paquet, mais ils sont de points différents dans la variété de Bernstein, donc je n'ai pas de problème pour définir la forme dans ce cas. Il y a la transformation de la force entre le centre de Bernstein non avant stabilisé et le cocentre. Donc le seul problème, c'est le underpoint réductible. Mais, oui. Attends. Là. Oui. Oui, le caractère. Oui, enfin, je ne sais pas comment définir la forme. Dans le cas, sur la partie stable, une formule. Mais caractériser sur ce qui se passe sur la représentation, c'est ce que je sais plus. Donc, il y en a quand même une des formules jolies. Donc, dans la variété de Bernstein, le centre de Bernstein est restreint à un supercuspien donné par et par le caractère, alors que dans le cosens donné par le caractère elliptique. Et on a aussi, on en avoir besoin plus tard, ça donne des formules pour les accouplements elliptiques. Donc, si pi et pi prime sont des représentations irréductibles de G de F, et qui ne sont pas équivalentes, alors on a θ pi et θ pi prime, leur caractère, et par le même raisonnement, on a l'orthogonalité. La formule d'orthogonalité, c'est si on intègre sur la partie elliptique de y, de θ pi de y, θ pi prime de y. Donc pi n'est pas égal au contre-gradient de y, et delta i vi de y, on aura 0. Donc je trouve que c'est le même que la formule d'orthogonalité de Kashdan, mais je trouve que c'est plus sympathique parce qu'au lieu d'un accouplement des phénomènes abstraits, on a vraiment une intégration qui prend sur la partie elliptique avec cette mesure sur la partie elliptique qui est la même mesure que la mesure additive, mais il faut corriger par la racine carrée du discriminant de Weil et puis ce volume. Ce volume qui est donné, qui est le. Oui, donc c'est beaucoup mieux de dire qu'en fait, sur chaque tore, on a la mesure canonique des tores, et c'est la mesure, c'est le volume du. Quand c'est compact, donc on a un nombre. Donc sur chaque tore, on a une mesure canonique des formes différentielles. Et quand c'est compact, donc ça donne un nombre, et c'est ça le volume. C'est ça que j'aurais dû dire. Bah, quand c'est. Si tu prends pi égale 1 et pi prime égale, les elliptiques, elles changent de signe. Oui, c'est vrai. Tempéré. Et ces formules sont très jolies dans le cas du groupe réel.
Et quand pi est cubsidane, donc on a pi est égal à contraire de pi prime, et on a aussi égal à 1 aussi. Et dans le cas du groupe réel, Sn2 de R, et ici on a le pardon, il faut que, avant de cela, je dois parler de la partie stable. Donc, avec un orbital stable. Donc on pourrait faire la même opération pour le G de F, sans moi vers Y, sans moi vers X. Donc j'appelle ça Y, X. Donc on aura quand on a H dans H, on peut le X. Et l'intégral sera l'intégral orbital stable de H fois dx. Et donc, on a quand pi est un paquet stable, on aura le caractère stable, donc conjecturé par Laurence, et on aura des formules très similaires de trace stable puis de H, c'est l'intégrale sur X de SO H θ stable puis XX dx. Donc dans le cas G Sn2, alors X c'est la droite affine du point de F. Donc tous les formules qu'on fait, c'est des intégrations sur la droite affine contre la mesure additive. Et la mesure elliptique ici, c'est on a la partie X elliptique ici, c'est les traces des aimants elliptiques, donc ce qui sera l'intervalle moins 2 et 2, dans le cas où F est à R. Et dans ce cas-là, on a cette mesure delta x, on a cette mesure delta x, Vx dx, et ça c'est la racine carrée de 4 moins x au carré, et dx c'est la mesure additive, et ceci c'est 2 pi ou pi, alors ça c'est vraiment une question de chance, mais c'est une multiple de pi, qui est le volume du... Alors tout ça peut être relié de façon vraiment jolie à l'histoire de polynôme de Chebyshev, que j'aime beaucoup, encore que je n'ai pas pu mettre toutes les formules au point, mais c'est la relation avec les polynômes de Chebyshev. Donc, on a le polynôme de Chebyshev de première espèce. Tnx, c'est le polynôme tel que Tn de cosinus n θ égale à
au cosinus de nθ. Et c'est des fonctions qui sont orthogonales par rapport à la mesure dx sur racine 1 moins x au carré et la fonction caractéristique de moins 1 à 1. Donc si on dilate à moins 2 et 2, on obtient bien essentiellement la même chose, mais ici, au lieu d'être ce delta est au dénominateur au lieu du numérateur. Mais il y a le polynôme de Chebyshev de seconde espèce. De un, de cosinus nθ et sinus divisé par sinus de θ. Et ce sont orthogonales par rapport à la mesure, c'est la même, mais dx fois la valeur caractéristique de moins 1 à 1. Et maintenant, le dénominateur se vient au numérateur. Alors, vous voyez bien que ça se presque rapproche avec notre histoire, mais il y a encore une autre fonction qui est le caractère stable de série discrète de Sn2 de Z. Donc là, c'est une fonction qui est une fonction θ n de, disons, de G, mais c'est vraiment ça dépend de la trace de x et c'est moins sinus nθ divisé sinus θ si x c'est la trace de G et G c'est cette matrice cosinus θ sinus θ. Et il y a un autre, donc le caractère stable, la partie elliptique se ressemble un peu. Ça c'est vraiment le caractère du groupe compact de SU2 avec un signe moins, mais il y a une sorte de queue sur la partie hyperbolique. Alors j'écris sans conviction la formule, mais exponentielle moins nt divisé par. Donc G ici c'est probablement la matrice diagonale. Donc vous voyez sur la droite réelle, vous avez trois familles de fonctions qui sont reliées. D'abord la fonction la plus bête en quelque sorte, c'est comme la symétrisation du caractère du tore. Donc vous avez ici c'est exponentielle de inθ plus exponentielle de moins inθ. Fait diviser par 2 peut-être. Donc ici on a un caractère du tore. On prend le caractère composé, on le symétrise, du coup on a une fonction de verbe trace. Donc de sorte que si en utilisant l'orthogonalité du caractère du tore tout seul, on retrouve l'orthogonalité sur des fonctions de Chebyshev. Juste par ça. Donc, et ça, c'est vraiment la différence entre la mesure invariante sur le tore et la mesure additive. Donc ça sort ce delta en dénominateur. Maintenant, si on passe au groupe compact,
Donc cette formule-là, c'est vraiment le E, I et N θ. N plus 1 θ divisé par E, I θ moins E, I moins θ. Donc c'est vraiment la forme caractère de Weil pour SU2. Donc si on utilise l'orthogonalité de caractère dans SU2, on le prend comme l'intégrale sur la classe de conjugaison. Ça fait l'orthogonalité de. Mais ici, c'est vraiment il faut bien attention avec la mesure. On retrouve ça parce que dans la formule de Weil, il y a delta au carré. Donc delta au carré divisé par delta ici, on retrouve un delta ici. Donc delta, ça passe du dénominateur au numérateur parce qu'il y a delta au carré dans la formule de caractère de Weil. Et voilà, on a dans le cas dans le cas Sn2, on a encore une autre fonction, qui est la fonction remarquable, c'est des fonctions le caractère stable. Donc, Sn2, il y a deux représentants indiscernables. Donc, la différence, c'est essentiellement ça, alors que la somme est le caractère stable d'une formule de cet acabit. Et donc, la partie elliptique, c'est essentiellement la même chose que le caractère du couple compact, avec un signe moins, avec une queue sur la partie hyperbolique. Alors, ce qui est à retenir ici, c'est en fait ces fonctions n'ont pas l'air d'être reliées comme une fonction d'une variable, mais leurs transformations Fourier sont reliées de façon très simple. Donc, la remarque de base que les transformations de Fourier, vraiment aussi le Fourier sur la variable trace de ces trois familles de fonctions sont reliées de façon simple. Alors, j'appelle ça Tx, donc j'oublie le paramètre n ici, j'appelle ça Ux. Et si j'appelle ceci Sx pour le caractère stable, alors donc il y a on aura la transformation de Fourier de T hat, de T chapeau, est relié à S par S chapeau, H chapeau fois le signe. Et ça, c'est que je reviens après, ça c'est comme la formule de caractère de Genf-Van Graeff. Donc, on commence par la formule de caractère un peu naïf. On veut du tort, on fait la symétrisation. Et ce n'est pas le caractère stable qu'on veut, eh bien, il faut une transformation. Et la transformation, c'est dire qu'elle fait le Fourier, et puis sur le côté des espaces de fréquence, on multiplie par le signe. Il y a peut-être une constante de Weil quelque part ici, mais il y a une constante lambda. Il y a une constante ici, je ne vais pas oublier. Ensuite, entre ce θn et ça, c'est en fait le truc de Laforgue. C'est essentiellement de passer
après, il faut diviser par le volume. Et en fait, cette formule, c'est prendre simplement la partie elliptique du caractère. Donc, c'est vraiment le truc de la forme. Après, il y a une question de delta et volume. Mais donc, on a U chapeau et essentiellement la valeur absolue de S chapeau. Donc, il y a le U chapeau, U normalisé ici. Donc, normalisé, donc il faut multiplier delta et le volume. Et vous voyez ici dans le cas réel, le signe de x, le signe de x fois absolue valeur de x, c'est x. Donc ça, c'est une formule qui ne marche simplement que pour le groupe réel, que le nombre réel. Donc le multiplicateur signe et absolu, ça devient juste x. Du coup, de ce côté, c'est la différenciation. Donc le Fourier, après Fourier, la multiplication de x multiplié par x devient la différenciation. Et c'est comme ça qu'on passe de sine à cosine. Donc ici, c'est le fait étonnant que cette transformation est locale. Donc ici, c'est concentré sur la partie elliptique, ici, c'est concentré sur la partie elliptique. Alors les deux opérateurs, transfert et la force, ne sont pas locales. Ça change le support, mais le composé, le support. Donc je m'excuse pour l'approximation. J'ai toujours eu du mal à fixer les constantes, mais je suis absolument sûr que ça marche. En tout cas, ça donne un exemple, je pense, très joli de ce que je voulais raconter. Ça est complètement illustré par ces polynômes de Chebyshev. Et donc, je termine mon cours par rappeler ce formule de caractère de Genn-Van Graef. Alors, donc, en général, là, on lance introduit ces notions de cas de facteur de transfert stable. Donc, comme si ça fait la chose suivante, quand on a un homomorphisme du n-groupe, du coup, on aura étant donné, on aura un transfert de paquets, de n paquets, et donc et aussi de caractère stable, de paquets de pH, de HF, s'envoie sur le paquet pi de G de F, et donc donc on a le paquet stable de H est donné avec un caractère stable, θ pi H stable, et le côté J, le côté G, pi, le paquet de pi est aussi muni un caractère stable. Donc ceci peut être vu comme une fonction sur x, sur xh. Donc c'est l'espace c'est l'espace affine l'espace affine, c'est des classes de conjugaison stables. Ici, c'est
C'est une fonction sur x sur le caractère stable. Et puis donc le transfert stable. Donc transfert stable, c'est une fonction de variable xh et x telle que l'intégrale, donc le facteur de transfert stable, c'est une fonction de variable xh et x telle que l'intégrale de sur xh, donc avec notre mesure canonique, on aura txh de x, θ pi h stable, xh de x, eh bien ça doit être le θ pi stable de x. Donc c'est le noyau intégral qui transforme le caractère stable de pi h et pi. Et la seule raison de penser que donc au lieu contrairement au cas endoscopique où ce caractère c'est une sorte de distribution concentrée sur le graphe d'une fonction, ça c'est un truc qui a tendance de se disperser un peu. Et on a une raison de penser que ça peut être une formule jolie, simplement par le fait que les espaces qui sont en jeu sont reliés aux variétés algébriques. Donc ça devait avoir une formule algébrique. Mais il reste à trouver cette formule. En tout cas, Lanlans propose de le prendre dans l'autre sens. Donc la station, on a le cosine stable. Donc c'est le cosine stable de G. Donc c'est le cocentre. C'est la version stabilisée de H divisé par H stable. Ça devrait une formule vers le cosine stable une forme linéaire qui est duale à la transfert de caractère stable. Et comme c'est adjoint, c'est donné par les mêmes noyaux. Donc la forme linéaire adjointe est donnée par le même noyau. Donc pris dans l'autre sens. Et donc Lanlans dans son presque dernier papier singularité et transfert. Il a donné des propriétés analytiques de ce transfert dans le cas où G est un SN2 et H est un tore associé à une expansion quadratique. Mais ce qui est étonnant, il n'a pas remarqué, c'est qu'en fait, ce noyau, sans savoir que son facteur de transfert stable, dans ce cas, et seulement dans ce cas, est connu depuis 50 ans. Et connu de Genfang et Greff. Donc bien sûr, c'était rapporté dans leur livre, Genfang, Greff, Piaget, Shapiro, mais c'était apparu avant en russe, donc quelques années avant.
alors, quelle est cette formule magnifique? Donc, je pense que ce sera vraiment un but en soi de généraliser cette formule. Il n'y a pas de raison que ça marche dans ce cas et pas dans l'autre cas. Et la formule est magnifique. C'est vraiment ces formules-là. Donc, Genn-Van-Graeff, il ne formule pas sous cette forme, mais il formule dans cette forme. Donc, comment de passer du caractère du Tor dans le caractère stable de pi. Donc, de nouveau, le caractère de Tor et donner un paquet. Et la différence sera le truc endoscopique, mais la somme sera le truc stable. Et ici, la question de calculer le caractère stable. Et la formule est la suivante. La formule de Genn-Van-Graeff, c'est le caractère stable. Donc, si qui est un caractère, donc E sur F, c'est une extension quadratique. C'est une vraie extension, sinon le cas décomposé, c'est une formule un peu différente. Le cas décomposé serait la formule de caractère du série principal, est différent. Mais ici, on aura donne le paquet stable pi donc de SN2. Donc souvent il y a 2 représentations, mais il peut arriver à 4 représentations. Et même plus si c'est caractéristique 2. Mais on a dans tous les cas θ stable de pi de qui de g. Donc ça c'est une élément dans G. Ce sera l'intégrale. Ici c'est la trace de G moins trace de T. Ça, cette formule, je me souviens, parce qu'elle est tellement belle. Et qui de T, dt, c'est ça la formule de Genn-Van-Graeff. Donc vous voyez, c'est une intégrale sur le Tor. Donc contre qui T. Et ici, le noyau, c'est donné par trace de G moins trace de T. Donc au nominateur, c'est le caractère quadratique associé à l'extension quadratique. Et au numérateur, c'est la valeur absolue de différence. Mais la remarque ici, c'est que lorsqu'on réécrit comme une intégrale, sur la variable trace de t. Donc au lieu d'intégrale sur le Tor, on met une intégrale sur la droite des traces. Eh bien sûr, on aura un delta ici, ça devient dx divisé par delta, parce qu'on change de variable d'intégration. Mais ceci devient une convolution additive. Ouais. Parce qu'il n'y a que la trace de G, et ça dépend que de trace de T, et ça dépend que de trace de G moins trace de T. Donc c'est une convolution additive. Et du coup, si on fait Fourier, on aura le multiplication avec le Fourier de ce bidule. Et ici, c'est le caractère divisé par l'absolu, et le Fourier, c'est vraiment le caractère. Et donc, du coup, ici, c'est le signe ici. Donc, si on l'écrit sous cette forme, on aura toujours cette constante de Weil qui est racine 4e de l'unité, mais c'est vraiment la même formule ici. Donc du coup, on pourrait écrire le facteur de transfert stable. Donc si f est une fonction dans H, dans le quotient stable de H, donc c'est une fonction de la variable trace, donc Sn2, alors transfert stable,
de f, ce sera, j'écris la formule correcte ici, c'est lambda de e fois e sur f, donc qui est justement de tenir compte du, quand on fait Fourier dans un sens ou à l'autre, on va sortir ce lambda. Le transformation de Fourier, psi de Fourier psi moins 1 de f fois le caractère quadratique de E. Donc c'est ça Et en plus de restreindre, donc et puis restreindre à trace de E1. Donc f c'est une fonction de toutes les traces. En faisant ça dans la fonction d'une variable, mais bien sûr on va prendre l'image inverse au tort. Voilà. Et ce qui est à noter ici, que ces formules maintenant fait cette forme, ça marque aussi sur la série principale. Parce que du coup, ça c'est le cas des triviales. Donc on fait ça, on ne fait rien. Et ça c'est égal à A. Donc c'est voilà. Et bon, ces formules-là, qui a une démonstration, enfin presque démonstration dans le livre de Genfangaef, mais qui n'est pas très difficile d'ailleurs, mais je n'arriverai pas à faire au tableau. C'est parce que ces paquets stables sont donnés par les représentations diédrales, données par la représentation de Weil. Donc on a les actions matricielles du groupe. On a décrit une transformation intégrale. Et ce qui est noté ici, je vais écrire la formule au lieu d'écrire parce qu'il faut écrire des formules ici. Ça donne un peu l'explication pourquoi on a la convolution additive ici. C'est quand même c'est ça qui est mystérieuse. Et je demande comment ça marche en général. Mais dans le cas de la représentation de Weil, quand il y a E sur F, une extension quadratique, donc on a une représentation de Weil de Sn2 de F, agissant sur les fonctions Schwartz de E. Donc on a bien sûr WE de alpha moins 1 de phi de Z, c'est eta E alpha valeur absolue de alpha phi de alpha Z. On a l'axiome de l'unipotence supérieure de Z, c'est psi de U norme de Z phi de Z. Et l'axiome de l'élément de Weil, phi de Z, c'est la constante de Weil, fois la transformation de Fourier de iota de Z. Iota, c'est la conjugaison. Et là, si vous vous amusez à écrire quelle est donc ici, on a l'axiome de diagonale, de l'unipotence supérieure, l'élément de Weil. Mais si vous êtes au fond de le calcul, il faut calculer l'axiome de l'unipotence inférieur. Après ça, tout se calcule parce que si vous calculez W, E de 1, V1 de phi dans Z, et bien vous trouvez ceci, lambda E sur F, eta E de moins V sur P, l'intégrale sur E de psi de norme de Z moins X divisé par V phi X de X. Donc dès ici, vous voyez qu'il y a quand vous écrivez l'axiome de l'élément intérieur, il y a déjà une convolution additive qui apparaît. Donc après des longs calculs avec beaucoup de changements de variables, on trouve c'est la formule de Genfangaef. Donc je ne peux pas prétendre que je le comprends vraiment, que
les formules se suivent, mais enfin, le calcul formel, il y a après des longs changements de variables, on arrive à ça. Et il y a des preuves, il y a des preuves plus rigoureuses, mais je crois que dans cette preuve, la preuve originelle de Gelfand-Gap, c'est comme ça, c'est écrit explicitement toutes les actions. Et ça marcherait aussi si on prend la peine de prendre les régularisations adéquates. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Merci.